vous faisiez allusion à tout ce qui était le financement. Mettons-nous à la place, sans nous y mettre évidemment, nous qui sommes ici, mais dans la peau des capitalistes qui dirigent tout ce qui est société, où se trouvent les cliniques, tout ce qui est assurance de santé. Leur but, c'est de faire du fric. On ne peut pas leur en vouloir, a priori, c'est ça qui les motive, qui les fait vivre. Hein. C'est ça avec les jaunes et compagnie. Bon. Donc, à partir de là, nous, citoyens, nous sommes représentés par des élus. Mais c'est ainsi que ça fonctionne. Et je m'interroge, par exemple, vous voyez, vous faites allusion aux mutuelles. Et je partage complètement votre avis. Les assurances de santé, ils vont carrément, les mutuelles font apparaître des critères de charité, etc., enfin, mutuelles, etc. Là où ça se corse, c'est que ces mutuelles s'implantent quelquefois grâce ou avec les élus, qu'ils soient locaux, qu'ils soient départementaux, qu'ils soient régionaux. Donc je me dis, ces élus-là sont mal informés, et il lui fallut que vous fassiez tout le tour de France, où je me pose des questions. Deuxième exemple, et j'en aurai fini, on parle des partenariats publics-privés. C'est pas moi qui vais vous apprendre ce qui arrive à l'hôpital, je crois que c'est à Créteil, avec des sommes abyssales qui, grâce à un partenariat, je crois, de Vinci. Pour Vinci. Donc, à tel point, ai-je lu que c'est l'État, finalement, qui a racheté, qui a dédommagé Vinci, que sais-je, excusez-moi, un bordel pas possible, tant financier que matériel pour tout ce qui est corps médical. Donc la question est la suivante. Je veux croire que ce partenariat a dû être signé au niveau régional, au niveau inspiré au niveau national, et c'est là où, qu'il soit de gauche ou de droite, un certain nombre d'États se font complètement abuser par le système, volontairement ou involontairement. Alors, si j'ai bien compris, il y a un point commun dans les questions, c'est que foutent les élus. C'est-à-dire par rapport à des tendances, je dirais, néfastes, par rapport soit à l'expansion des mutuelles, soit par rapport à ce type de PPG. Alors, je vais répondre d'abord pour les mutuelles. D'abord, j'ai beaucoup milité, moi, contre l'extension du périmètre des complémentaires santé dans le financement du système de santé, avec André Grimaldi et Didier Tabuteau. On a porté ça notamment au moment de l'ANI, l'accord national interprofessionnel, en 2013, qui généralisait la complémentaire santé d'entreprise et qui nous avait été vendu comme un énorme progrès social, ce qui est en fait un grand bond en arrière. Ce qui aurait été un énorme progrès social, c'est que la gauche, mais on avait découvert déjà que c'était plus la gauche qui était au pouvoir, fasse la reconquête du terrain perdu par la sécurité sociale. Alors je vais être clair là-dessus, c'est que je pense qu'il y a un point de non-retour qui a été franchi. Alors, le poids des mutuelles, en fait, pour être vraiment, bon tant pis si c'est filmé, je le dis comme je le pense, si la mutualité... En fait, la mutualité a profité de deux choses. Elle a profité de l'ère du temps qui fait que la dépense publique c'est mal et la dépense privée c'est bien. Et donc, en fait, ça arrange bien, par exemple, Bercy, de transformer un euro public en un euro privé. Mais il y a un truc qui est ignoré, et puis il faut le dire, c'est les portes tournantes entre le Parti socialiste et le mouvement mutualiste. Parce que tous ces gens-là sont copains et tournent. D'accord? Donc, au point même que, j'en avais dit à un candidat socialiste dont je tairai le nom, avait dit « Vous avez raison sur le fond, mais je ne peux pas me fâcher avec mes copains mutualistes. » Donc la réalité, elle est là. C'est que la mutualité française a dérivé, comme la CFDT et le PS, vers un social-libéralisme honteux. Ça, c'est un premier point. C'est quelque chose qu'on ne dit jamais, donc je le dis. Hein. Enfin, moi, je le dis.
Bon, mais il faut le dire. Donc, des phénomènes, je dirais, de porte tournante, assez détestables. Bon, voilà. Il y a eu une affaire Teulade, vous direz après, affaire Teulade, de René Teulade, ancien président de la FNMF, qui avait un appartement en face de Solferino, je crois. J'irai voir, ça nous donne une bonne idée de cette espèce d'imbrication, je dirais, entre le principal parti de gauche à l'époque, qui nous a quittés, à moins qu'il s'est... Bon, bref, à moins qu'il y en ait 3 maintenant. Hein, moi je dis souvent, le PS est à la vie politique française ce que l'Agmo-Cocadis a été au Code bretonne. Une pollution de la vie politique française, qui dégaze en amont et en aval. Donc voilà. Je conseille, j'ai eu une maladie chronique qui s'appelle la PSophobie. C'est une maladie mentale dont on guérit très très mal. Hein. Bon. Donc oui, on peut voir. Hein. Est-ce qu'il y en a... Bon, enfin bref, ça serait une analyse politique. Est-ce que l'OPS a disparu, enfin quasi disparu, ou est-ce que maintenant il y en a 3? Bonne question. Voilà. Et puis, donc voilà pour ça. Et puis pour les partenariats publics-privés, il faut répondre. Bon, alors d'abord, les partenariats publics-privés, c'est clair. Même les Anglais n'y croient plus. Donc c'est clair. Il y a un rapport de l'IGAS qui déconseille les partenariats publics-privés. Alors, pourquoi on continue d'en faire? Ben, d'abord, ça aide à laisser croire qu'on fait encore des hôpitaux quand on n'a plus d'argent. D'accord? Et puis, ne négligeons pas un phénomène de corruption systémique du champ politique. Donc, là encore, ça pose une question, effectivement, de quelle est l'autonomie de la délibération démocratique, avec les Gilets jaunes, c'est d'actualité, à l'égard des forces économiques capitalistes. Force est de constater qu'on a assisté à une forme de fusion des élites politiques, bureaucratiques et économiques depuis les 20 dernières années. Je ne citerai que cet exemple, le fait que beaucoup d'hommes politiques deviennent, quand ils n'ont plus de poste, deviennent avocats d'affaires, par exemple, hein, ou que de plus en plus d'énarques vont pantoufler dans le privé, puis reviennent dans le public, puis repartent dans le privé. On a un président de la République, je crois, qui a fait ça. Voilà. Le dossier médical partagé, donc je reviens dans l'actualité, ça fait il y a 3 mois, nous avons vu ça comme un progrès extraordinaire. Bon, ça fait 10 ans que c'est dans les journaux, et je ne sais, c'est une information apparemment méconnue de la plupart des gens. Le dossier médical partagé a été confié par je ne sais quel technocrate, à qui? À Atos. Atos, c'est une entreprise peut-être un peu française, multinationale en tout cas, et qui gère le secret entre guillemets bancaire. C'est-à-dire que, comme vous savez, le secret bancaire, il est secret pour les citoyens, mais pour les milliardaires, il n'y a pas de secret, tout va bien pour eux. Donc le dossier médical partagé, qui est une avancée technique auquel on peut adhérer, et à laquelle il faudrait pouvoir adhérer, a été confié par qui? C'est une question que je vous pose. À Atos. Voilà. Alors là, c'est même plus du partenariat public-privé, si vous voulez, c'est la privatisation totale de vos données médicales. Je pense vous apporter une petite information, et c'est là où on voit qu'on est vraiment au bord du gouffre. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura privatisé les assureurs, une fois qu'on aura privatisé les données médicales, et bien sûr les médicaments sont 100% privatisés, depuis que Pasteur est une entreprise multinationale, eh bien le citoyen se retrouve à tout refaire depuis... Voilà. Merci. Dossier mal parti. D'abord, alors oui, dossier mal parti, parce qu'effectivement, c'est le serpent de mer qui a englouti déjà des centaines de millions d'euros. Pas seulement depuis 10 ans, je crois même avant, puisque ça a été lancé. Alors d'abord, ça a été le papier par Simone Veil au milieu des années 90. Après, on allait informatiser tout ça. Alors c'est Atos, c'est pas Portos. On sait que c'est un peu français, donc. Bref. Alors, c'est un bel exemple, ça, vous voyez. Je parlais de là. Alors, effectivement, c'est un exemple d'externalisation au privé. Parce que j'entends déjà l'argument, c'est que ça, l'administration ne sait pas faire. Bon, non, je ne dis pas ça. Je dis pas que je valide ça. Je dis c'est typiquement le genre de truc
pour un bureaucrate, pour engraisser un groupe privé, c'est de toute façon l'administration elle ne sait pas faire, puis on a vu quand elle fait. Et on a présenté ça comme un problème technique. C'est-à-dire il y a eu un problème de maîtrise d'œuvre, etc. En fait, la réalité, c'est que l'échec du DMP, enfin, il faut le voir tel qu'il est. La cause de l'échec du DMP, et qui va encore échouer, je vous le dis, c'est que c'est pas simplement ce que c'est confié au privé ou au public, même si je voudrais que ce soit au public, c'est simplement que le DMP s'appelle dossier médical partagé. C'est-à-dire, ça suppose, moi je trouve ça très bien, hein, ça suppose la circulation de l'information, mais pour que l'information circule, il faut que les gens veuillent échanger de l'information. Vous voyez le problème tout de suite? Parce que notre système de santé, je pense notamment au corps médical, c'est entièrement construit sur une espèce de défiance généralisée. Enfin, défiance. D'abord, il y a eu un grand partage en 1958 entre la médecine de ville et l'hôpital. La réforme de Bray, 1958. Bon. Alors, les libéraux détestent les hospitaliers qui leur rendent bien. D'accord? Bon. Mais surtout, quand vous regardez à l'intérieur de la médecine libérale, les médecins généralistes détestent les médecins spécialistes. Enfin, ils ne détestent pas tous, hein. Mais globalement, pourquoi? Parce que souvent on dit le généraliste, c'est un mec qui a raté le concours de l'internat. Mais non, mais c'est faux, mais peu importe. Et donc il a raté, donc c'est un médecin un peu raté, quoi. Parce qu'un vrai médecin, il est vraiment spécialisé. Vous voyez. Bon, voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, ça, un technocrate peut, avec sa technolatrie intrinsèquement chevillée au corps, ne peut pas comprendre que l'échec du DMP, ce n'est pas un échec technique, c'est un échec politique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord résoudre les problèmes de confiance entre professionnels à l'intérieur du système de santé pour ensuite déployer le système technique. Ce n'est pas la technique qui va faire communiquer les gens qui ne veulent pas communiquer. Oui, je n'approuve pas la réponse, là. Bah si. C'est un peu daté, comme non. Les représentants de parler du corps médical, ça existe encore, mais c'est extrêmement minoritaire. Vous parliez tout à l'heure des jeunes qui veulent exercer d'une façon tout à fait nouvelle. Ah oui, mais ça commence. Moi, je viens de finir ma carrière, mais j'ai été jeune, et étant jeune, je voulais exercer j'avais exactement les mêmes aspirations que les jeunes médecins d'aujourd'hui. Et nous n'étions pas minoritaires, nous étions à peu près la moitié de l'amphithéâtre. Les gens qui nous ont empêchés de progresser sont justement les institutions. On n'insiste pas assez sur la nocivité des apparatchiks de la Sécu. Et je n'attaque pas le principe universel de la Sécu, bien sûr, mais ceux qui ont prétendu la servir, tout en participant par leur pantouflage, que vous avez très bien décrit, à la destruction de la Sécu. On n'a jamais vu un directeur de sécurité sociale se dresser dans aucun amphithéâtre pour crier à l'assassinat de l'institution dont on lui a confié la gestion. Ça n'est jamais arrivé. Bon. Donc, le problème n'est pas de cet ordre, il est politique parce que, là où vous aviez raison, je vous suis tout à fait, c'est qu'il y a absolument une évidente corruption. Le technocrate n'a aucune raison de s'abriter derrière son incompétence pour pratiquer la connivence. Ça, on n'a pas à l'accepter. Quand le technocrate ne sait pas, il doit référer aux gens compétents et éventuellement aux citoyens. Donc, la mise à disposition des données médicales à une entreprise comme Atos représente une trahison qui, justement, est là. Et les médecins d'aujourd'hui, honnêtement, pour l'immense majorité d'entre eux, souhaitent qu'il y ait quelque chose d'efficace et de compétent. Seulement, si vous voyez la structure de ce dossier, parce que moi j'ai travaillé un peu dessus dans les années 90, de prémisse, vous apercevez que tous les gens qui ont pris des décisions dans cette matière n'y connaissent rien en médecine, rien en informatique. Bon, ça fait un peu gros comme incompétence quand même. Mais quand même, d'abord j'ai envie de dire, vous êtes un médecin atypique. Non, d'abord, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui viennent à des forums locaux, un forum social local. Donc déjà, je sais pas, un radiologue, un ophtalmo, bon. Alors en plus, voilà, donc ça c'est le premier point. Mais alors je vais vous raconter l'histoire, parce que pour moi, ça reste quand même le principal point de blocage, c'est la coopération entre les professionnels. Notamment
Je prends 2 exemples. Tous les problèmes qu'on a pour réaliser par exemple des glissements de tâches de la médecine vers les paramédicaux. C'est la levée de bouclier des médecins quand on veut transférer, je sais pas, de la vaccination à des infirmières, à des pharmaciens, etc. Donc, et les paramédicaux nourrissent un certain ressentiment parfois par rapport au corps médical. Mais ce matin, et je vous prends, un exemple très ponctuel, j'avais André Grimaldi au téléphone ce matin. Et il m'explique, Frédéric, il faut que tu t'intéresses à ce dossier parce que ça a l'air technique, mais c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'on veut introduire à l'hôpital les 39 heures avec un compte épargne-temps. Je résume, etc. Et donc vous avez une partie des praticiens hospitaliers, PH, qui sont pour, souvent urgentistes, anesthésistes, réanimateurs. D'autres sont contre. Par contre, ils sont totalement unis pour mettre ça sur la gueule des PUPH. C'est-à-dire des professeurs de médecine. C'est-à-dire les chefs de service, etc., qui, eux, ne veulent pas, en quelque sorte, de leur banalisation de leur statut par un alignement sur, je dirais, les techniciens du soin, fonctionnaires, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et donc, vous voyez, et moi, ce que j'ai observé à l'hôpital, en tout cas, par exemple, l'incapacité des professionnels à s'opposer aux réformes gestionnaires vient de leur division, à l'intérieur même de l'hôpital. Quand on a instauré la T2A, il y en a qui ont dit, on n'a qu'à faire la grève du codage. Et bien aujourd'hui, tout le monde code. Hein? Et alors, quand vous mettez ça, plus la médecine de ville, vous dites, oui, c'est vrai, vous avez raison, une note d'espoir, c'est que les plus jeunes sont moins enclins je dirais, à une forme d'individualisme et de méfiance, en plus pour le travail en équipe. Mais on n'en est qu'au début de ça. Et moi, je dis, oui, c'est intéressant de s'intéresser, enfin, le fait qu'on ait confié ça à une structure privée, etc. Mais je crains, hélas, qu'on manque l'essentiel quand on dit ça, parce que le grand problème, c'est comment on fait. Alors, on a essayé par la réforme, ça serait autre chose, la réforme des études des professionnels de santé, des études de médecine, etc. Ça, pour favoriser, évidemment, un tronc commun, culture, des passages. Voilà, par exemple, Grimaldi propose pour la question du temps de travail des médecins à l'hôpital un statut unique. Ça serait révolutionnaire, ça, un statut unique. Je vous fiche mon billet, ça n'arrivera jamais. Ce statut unique. Voilà. Donc, je trouve que vous passez un peu vite sur, je dirais, les concurrences professionnelles entre médecins eux-mêmes, entre médecins et paramédicaux, parce que dès que vous touchez à des enjeux qui visent en quelque sorte à faire émerger un intérêt commun parmi ce monde très divisé, eh ben, ça devient une lutte à mort. Bonjour, Patrick Dubreuil, syndicat de la médecine générale et de la revue pratique de la cahier de médecine utopique. Alors pour rassurer un peu le public, je dirais qu'il y a une dizaine d'années, il y avait eu les élections aux unions régionales des professions de santé. Je me souviens être allé, je ne sais plus pourquoi, j'étais allé à l'ARS voir un peu le dépouillement, alors je suis affectif. Et en fait, on s'est aperçu que seulement 50% des médecins votaient. Et ceux qui votaient le plus, enfin les médecins libéraux, ceux qui votaient le plus avaient plus de 50 ans. Et donc, il y a aujourd'hui, par exemple, les élections au Conseil de l'Ordre, c'est 25%, je l'ai lu récemment dans le bulletin de l'Ordre, il n'y a que 25% des médecins en Loire-Atlantique qui ont voté aux élections ordinales. Donc, il y a une désaffection politique, électorale, des nouvelles générations de médecins, vis-à-vis à la fois de l'Ordre et aussi des syndicats libéraux de médecins représentant à l'URPS. Et bon, alors peut-être que j'ai un biais parce que je suis dans un syndicat qui prône des alternatives dans l'offre de soins ambulatoires, mais d'ailleurs je suis content de rencontrer mes amis du Morbihan derrière moi, Quentin et Boris, qui sont aussi au SMG. Donc on est au moins 4 pour l'instant. C'est beau, Patrick. Hein, parce que... Voilà. Et du coup, voilà, je ne sais plus ce que je veux dire, mais ce que je voulais appuyer un peu ce que tu disais, Frédéric, sur, en fait, tu parlais de détricotage du pilier qui est l'assurance maladie. En fait, je pense que c'est pire que ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après avoir analysé la convention médicale de 2016,
si vous voulez, l'assurance maladie affiche toujours des beaux principes, mais en même temps, ils ont inclus... Alors, on a toujours réclamé la sortie du paiement à l'acte, pour justement prendre en compte la globalité de la personne, pour ne pas faire de l'abattage, etc. Et puis finalement, on a réclamé des forfaits. Mais on voulait que ça soit comme les maisons médicales belges, des forfaits qu'on nous donne, et après on se débrouille, on fait ce qu'on veut, parce qu'on sait comment travailler, avec d'autres personnels, de manière horizontale, médico-sociaux, etc. Mais le problème, c'est que le forfait structure que l'assurance maladie nous a pondu a été conditionné à l'informatisation des pratiques. Et c'est ça le problème, c'est la rémunération et la performance. C'est-à-dire que on le détaille dans la revue, un des numéros de la revue pratique, c'est-à-dire que aujourd'hui, le DMP par exemple, si vous avez le bon logiciel métier certifié HAS, DMP compatible, vous touchez de l'argent en tant que médecin généraliste. C'est-à-dire que vous avez un paquet tarifaire qui sort du paiement à l'acte, qui sont des forfaits. Je pourrais en parler demain matin à table ronde, mais qui fait que finalement, il y a une forme de perversion du système qui finalement fait détourner les médecins généralistes de leur valeur initiale de prendre soin, d'accompagner les gens, par l'argent. On appâte un peu bien. Il suffit d'être bon en informatique, vous avez vos fichiers labellisés, etc. Vous avez vos critères ROST, rémunération sur objectif de santé publique, ex-paiement à la performance, dont les pays anglo-saxons reviennent, parce que ça n'a rien de santé publique. Hein. Et du coup, c'est une logique financière qui prend le pas sur les logiques de soins. Donc, si vous êtes un médecin zélé de l'assurance maladie, eh bien, c'est la machine à cash. Il faut dire combien Hein, c'est-à-dire la ROSP, c'est un 13e mois. Ouais. Hein. Et donc, il y a vraiment... un bon 13e mois. L'assurance maladie, aujourd'hui, se comporte comme une assurance privée, en fait. Et donc, je rejoins un peu ce que disait Nicolas da Silva, qui est économiste à Paris 13, qui a écrit qu'on est en voie de prolétarisation. Dans ce sens, l'assurance maladie veut nous déposséder de nos manières de travailler. Et il nous oriente vers des fausses pistes. C'est-à-dire qu'on va faire du dépistage hémoculte, frottis, etc. Ça, on veut bien le faire. Mais de l'autre côté, on ne va pas aller dépister les maladies environnementales, les cancers professionnels dont tout le monde s'en fout, parce que c'est sous-déclaré et sous-certifié en France. Vous avez une surmortalité des dockers, vous avez une surmortalité des ouvriers de la pétrochimie dans le sud, à Port-de-Boues-Martigues. Dans tous les ports français, vous avez une mortalité précoce des grutiers, des dockers, etc. Dans certaines zones agricoles, c'est pareil. Et donc, et ça l'assurance maladie, elle a les chiffres, mais elle ne fait pas le lien entre la morbimortalité et les conditions de travail, et les métiers et les parcours professionnels. Voilà. Donc nous, on se bat au niveau du SMG pour défendre ça, pour défendre ce travail avec les sociologues qui travaillent sur ces questions. C'est sûr que si on fait une étude à Lorient, comme on a fait une étude à Nantes, on verra que les dockers meurent en silence à 65 ans de multiples cancers. Décès à domicile aussi. Et voilà. Et donc il y a d'autres aussi, d'autres facteurs, évidemment, d'autres professions qui sont impactées. Voilà. Je m'arrête là parce qu'on pourra poursuivre le débat demain, mais sur les GHT, vous allez au Canada, aux États-Unis. Je veux dire les groupements hospitaliers de territoire, les partenariats publics-privés. Il y a une augmentation de la morbimortalité dans les hôpitaux privés aux États-Unis qui explose parce que le personnel est sous-payé, en sous-effectif. Et voilà. Et l'hôpital public a des meilleurs chiffres. J'étais allé à 2005 au Canada à l'invitation d'une association intermondialiste. Il y avait un médecin de Chicago, ben voilà, c'était flagrant. Ils en reviennent, hein, mais malheureusement, là-bas, il y a plein d'économistes de la santé qui le disent tous. Hein, ils le disent que les partenariats publics-privés, c'est l'augmentation du revenu du capital et les baisses des revenus du travail et une augmentation de la mortalité. Et là, on le voit aussi en France, le SAMU n'est plus capable d'assumer ses missions. Vous avez l'exemple emblématique de cette jeune femme de Strasbourg qui est morte, elle n'a pas été prise en charge. Parce que les personnels sont épuisés, ils sont sous-formés, voilà. Et ce que tu disais, c'est la casse de ton hôpital. Juste, oui, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est hélas, à un moment, Gilles Perrin dit pourquoi il n'y a pas une plaque Ambroise Croizin, le N3S, à l'École nationale de sécurité sociale. Et alors, j'ai envie de dire, quand je défends la sécurité sociale, c'est le principe de la sécurité sociale. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez trouver l'esprit de 45, pour parler comme Ken Loach,
c'est certainement pas à l'EN3S que vous allez la trouver. Vous allez le trouver. À l'EN3S, on forme des gestionnaires qui gèrent le système de santé comme on peut gérer une entreprise de yaourt. Enfin, je veux dire, vraiment l'épaisseur historique, les valeurs de la sécurité sociale, c'est pas comme ça qu'on les recrute. Alors, il y a des petits jeunes à la fin du film qui viennent, ah, ça nous a fait, d'ailleurs c'était tellement révélateur, ah, ça nous a fait du bien d'entendre ça, on l'a jamais entendu au cours de notre scolarité. Tout est dit. Tout est dit. C'est-à-dire, voilà, c'est d'ailleurs Dominique Libaud qui dirige, bon, enfin bref, et qui dirige le N3S, bon, Saint-Étienne, donc voilà, donc je suis d'accord pour dire que quand je défends la sécurité sociale, enfin, je veux dire, quand aujourd'hui, c'est une institution qui a opéré une conversion managériale, gestionnaire, dramatique dans les années, on peut dire, on peut dater ça du milieu des années 90. Oui, exactement. Voilà. Du milieu des années 90, ça a une conversion managériale avec, aujourd'hui, ils gèrent tout par indicateur. Alors, voilà, c'est très centralisé, c'est très vertical. Les CEPAM, les directeurs de CEPAM ont le petit doigt sur la couture du pantalon. Quand le grand Manitou, j'ai débattu avec lui, Nicolas Revel, dit quelque chose. Enfin, c'est une espèce, c'est vraiment toute la gouvernance d'entreprise et les pratiques managériales d'entreprise qui sont répandues dans l'institution. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, vous trouvez plus l'esprit de la Sécu à l'EHESP à Rennes qu'à l'EN3S. C'est clair. D'ailleurs, Gilles Perret me racontait qu'il n'y a pas une fois une caisse l'a invité pour présenter son film. Pas une CEPAM l'a invité pour présenter son film. Avouez quand même que c'est symptomatique, ça, quand même. Une réflexion d'abord, c'était sur la liberté d'installation. C'est que ils sont malins, ils utilisent bien les bons mots. C'est difficile d'être contre une liberté, contre la liberté d'installation. Mais en fait, c'est une manière hypocrite d'appeler ce qui constitue en réalité une régulation par le marché de l'offre de soins. Simplement que les médecins, ils vont mettre sur leur pancarte, sur leur tract, et dans le endroit on défend la liberté d'installation, mais c'est plus facile que de mettre qu'on défend la régulation par le marché de l'offre de soins. Sauf que si on le pose comme ça, déjà ça dépassionne un peu le débat. Et l'alternative qui vient plus facilement, c'est ok, vous défendez la régulation par le marché, nous on défend une régulation publique de l'offre de soins, donc une régulation publique de la répartition, notamment des médecins sur les territoires. Et donc ça rejoint la question dans quelle structure, donc tu évoquais les centres de santé. Ce qui est plus actuellement, c'est les maisons de santé pluriprofessionnelles, parce que ça reste dans le cadre de la médecine libérale. Et les centres de santé, il y a une opposition forte du corps médical, et du coup aussi des institutions. Parce qu'en fait, point par point, ça s'oppose à la médecine libérale. Le centre de santé, c'est le salariat, contrairement à la médecine libérale. C'est le paiement à l'acte. C'est le tiers payant, contrairement à la médecine libérale, où c'est l'entente directe. C'est les tarifs secteur 1 de la Sécu, donc c'est les tarifs conventionnés, contrairement à la médecine libérale, où un des principes, c'est l'entente directe, les honoraires libres. Donc, la régulation publique de l'offre de soins, ça pourrait se concevoir dans un maillage territorial de centres de santé, un service public de la santé, mais ça viendra forcément du dehors de la profession médicale, en tout cas avec un soutien d'un mouvement ou d'une mobilisation sociale en dehors de la structure citoyenne. Pour dire que le libéralisme médical a toujours joué sur l'ambiguïté du terme libéral, en fait. Voilà. Hein, parce que un vrai libéral en matière de médecine, il y en a eu deux d'ailleurs, ils sont un peu historiquement, c'est rigolo, je viens d'y penser. D'abord, il y a les révolutionnaires de 1789, avec les lois Le Chapelier, les décrets d'Allard, c'est-à-dire les révolutionnaires, ils ont dit bon, allez, terminer le fait qu'on réserve l'exercice de la médecine aux titulaires d'un diplôme de médecine, on supprime les écoles de médecine et on régule ça par le marché. Bon.
Et puis évidemment, très très vite, en disant le marché va trier le bon grain de livret. Alors très très vite, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas bien. Hein, et alors, évidemment, un deuxième qui a redécouvert le fil à couper le beurre, hein, et qui a eu un prix Nobel pour ça, c'est Milton Friedman. Milton Friedman a proposé d'organiser la médecine comme un marché. C'est-à-dire, parce que je rappelle que la médecine libérale, elle est libérale pour ce qu'elle veut. Parce elle repose sur un monopole. Le monopole des soins. Or, quoi de plus? Et par exemple, en France, on a refusé de faire de la publicité entre médecins, à l'inverse des États-Unis. Donc, en fait, si vous voulez, ils sont libéraux, ils choisissent le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire la liberté de s'installer, de fixer ses honoraires, etc. Mais en même temps, on va prendre la solvabilisation de notre patientèle par la Sécu, et puis on va surtout s'appuyer sur l'État pour garantir notre territoire professionnel. Et bon, donc, je veux dire, eux, ils ont compris que c'était le meilleur des... Ils ont pris le meilleur du privé, le meilleur du public. Bon, comme ça, c'est très simple. Donc ça, oui, je suis complètement d'accord. Par contre, la petite note optimiste, c'est que je pense que nous sommes, aujourd'hui, je l'avais dit, je crois, au SMG, quand j'étais venu au Congrès, c'est qu'en fait, on est en train d'assister à l'agonie de la médecine libérale telle qu'elle a été définie en 1927. En quelque sorte, elle se vide de sa substance parce que les plus jeunes n'en veulent plus. Oui, il y a longtemps. Il y a toujours eu des contestataires. Enfin, les syndicats de médecins libéraux, jusqu'à une date très très récente, ils n'ont pas défendu des positions très progressistes. Hein. À part... alors il y a eu MG France, qui très vite, oui, on va parler de MG France, mais enfin très très vite, c'est pour des concurrents, on ne va pas revenir là-dessus, mais bon, MG France a été quand même nettement moins innovateur ces dernières années, parce que il fallait défendre le casse-croûte par rapport à la CSMF, la FMF, et puis les coordinations qui apparaissaient, etc., le bloc, je ne sais pas quoi, enfin, etc. Donc, soyons clairs. Donc, mais quand même, et comme tu le disais, Patrick, on voit bien que les élections au Conseil de l'Ordre, dans les URPS, enfin tout ça c'est de la démobilisation, donc tout ça se vide. Je dirais que, en un sens, le plus grand progrès pour le système de santé ces dernières années, c'est pas l'État ou la Sécu qui en est à l'initiative, c'est une évolution spontanée des aspirations socio-culturelles et de vie des jeunes professionnels. Enfin, et effectivement, il ne faudrait pas que la Sécu pervertisse ces jeunes professionnels avec ces mécanismes effectivement de rémunération à la performance dont tu as fortement et justement rappelé que même ceux qui l'ont inventé en reviennent. C'est 1995, quoi, le début. Oui. Il y a eu Capi avant. Capi, c'est... Oui, c'est 95. Non, après, je crois que Capi... Tu balayais un peu le Yaka nationalisé. Mais parce que ça serait trop cher. Non, pas seulement. Une alternative, ce serait l'expropriation. S'attaquer à la propriété, pour mettre en place la propriété. Donc, suffisamment fait d'argent avec cet investissement-là. Et l'alternative, surtout, ça serait quoi? Un autre Yaka, c'est construire un pôle public du médicament. Du coup, on entrerait en concurrence avec le secteur privé. Est-ce que c'est ça, en fait, l'alternative que tu proposes? En tout cas, c'est celle que j'ai défendue pendant la campagne présidentielle. Non, mais ça c'est une excellente question. Alors, bon, hormis que l'aspect expropriation de Merck, de Pfizer, je vois pas trop comment on va faire. Puisque ce sont des multinationales. Donc on peut évidemment, à la limite, Servier, pour collaboration avec l'ennemi, mais Sanofi, et encore, c'est un groupe aujourd'hui international, mais l'expropriation des acteurs transnationaux, j'ai du mal à imaginer ce que ça peut faire. La France va dire j'exproprie, donc ça me paraît pas possible. Donc, et puis, surtout, c'est pas pour à la limite une question de coût, de faisabilité, parce que c'est que, est-ce que c'est intéressant de nationaliser ces groupes tout court? Je veux dire, est-ce qu'ils disposent d'innovations aussi radicalement révolutionnaires ou aussi utiles pour la santé publique qu'elles le disent? Pourquoi aller racheter des pommes pourries? Par contre, créer un pôle public du médicament. Enfin, on proposait deux choses. Après, moi, je peux défendre. Et je suis d'accord qu'il y a des questions
ah bah oui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas quand je dis on va supprimer les mutuelles, qu'est-ce qu'on fait du mutualiste? On les aligne contre un mur? Bon, pareil pour Sanofi. Donc effectivement, il faut poser des transitions. Mais un pôle public du médicament, c'est simple. Déjà, il y a la pharmacie des armées. On peut construire autour de ça. On y a pensé concrètement. On peut le faire. Et puis ensuite, par exemple, c'est de dire, eh bien, au lieu de faire des exemptions fiscales et sociales pour les grands groupes pharmaceutiques, eh bien, rediriger les ressources vers la recherche publique. L'INSERM, le CNRS, qui souffrent, qui crèvent et qui, eux, trouveront certainement des vrais médicaments parce qu'ils ne seront pas guidés par des logiques de niche ou des logiques de profitabilité, mais par des logiques de santé publique. Alors je ne dis pas que c'est parce que c'est public, c'est bien, mais je pense que, en tout cas, et puis ensuite, il y a les licences d'office. Ça, c'est une autre forme d'expropriation, c'est-à-dire, vous nous raquettez pour un médicament qui est utile, eh bien, on les fabrique quand même. Voilà. C'est ce qu'a fait l'Afrique du Sud pour les médicaments contre le VIH, etc. Enfin, il y aura quelqu'un qui, monsieur Dubois qui en parlera demain, mais, je sais pas, hein, vous traiterez de tout ça, mais, je veux dire, ça, c'est, à mon avis, des pistes plus faisables que d'exproprier, dont je vois mal comment on va faire et avec quel argent, Pfizer, Merck, etc. Ça me paraît pas possible. Et ensuite, évidemment, penser aussi à un cadre de régulation européen. C'est-à-dire, au lieu de faire une Union européenne de la défense, faire une Union européenne de la sécurité sociale. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique sera beaucoup plus embêtée pour négocier avec une sécurité sociale européenne, parce qu'il faudra quand même renoncer à 450 millions de patients solvables, que de négocier, de faire du chantage pays par pays comme elle le fait actuellement. Donc on a déjà là 3 pistes, à mon avis, faisables. Voilà, tu vois, après on peut discuter, mais l'expropriation, bon, oui, pourquoi pas, enfin, c'est vrai que j'ai du mal à voir comment on fait, concrètement. Si demain on prend le pouvoir, comment on fait? Je veux savoir si la création d'un 5e risque pour financer la dépendance était, selon vous, une réelle solution pour faire face au défi du vieillissement et à l'explosion des besoins en termes de dépendance sur les conséquences du handicap et notamment aussi des maladies chroniques. Et sinon, quelles pistes vous proposez? La Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie, je crois que c'est comme ça. Oui, la CNSA, à côté de la CNSA, bon, voilà, etc. Et effectivement, je suis évidemment favorable à la socialisation du risque dépendance. Donc, il est, à mon avis, totalement concevable de créer une 5e branche de la sécurité sociale qui prendrait en charge ce risque. Je dirais même que l'aspect financement n'est pas... Alors, évidemment, Macron ne serait pas d'accord avec moi. Hein. Mais donc, ça veut dire que je suis dans le vrai. Il va vous dire, oui, mais c'est pas possible, ça va encore coûter les yeux de la tête. Non, ce qui me pose problème plutôt du côté de la dépendance, c'est moi la question de la socialisation du risque, qui est un choix de société, donc un choix politique. Hein. C'est-à-dire, il faudra juste accepter de payer plus de cotisations, ou d'impôts, comme vous voulez, ou de CSG. Bon, CSG, c'est pas de l'impôt, hein, mais bon, voilà. Mais en tout cas, plus j'aime pas le terme prélèvement obligatoire pour financer ce risque. C'est toujours pareil, c'est un choix collectif. Soit on laisse les gens se débrouiller seuls, eux et leurs familles, rebaptisés en aidants, pour gérer ce risque de dépendance, soit on décide de socialiser le risque. Non, ce qui me pose plus problème, c'est la prise en charge de la dépendance. C'est là le développement du marché, par exemple. Moi, si c'est socialiser le risque pour solvabiliser un marché de l'aide à la personne qui exploite des femmes d'origine populaire et qui s'use la vie à la tâche, je suis moyennement d'accord. Voilà. Donc, socialiser le risque, oui, mais si vous socialisez le risque, il faut donc réfléchir à l'offre, donc forcément publique, en face. Voilà. Donc, je dirais que c'est plus ça. Les professionnels, quelles compétences, organisation du travail, etc. Donc je dirais que l'aspect financement, c'est celui qui me semble poser le moins problème, en fait. Vous parlez tout à l'heure effectivement des économistes américains. Le plus grand économiste libéral, Galbraith, disait que c'était surprenant pour un libéral que parmi les services publics,
celui auquel on ne devait absolument pas toucher, il ne devait pas être marchandisable, c'était celui de la santé. Mais moi, c'est surtout juste 2 mots sur les médicaments. L'exemple, c'est vraiment une histoire de droit de propriété industrielle, de droit des marques. Un exemple qu'on connaît bien en rapport avec la Grèce et aussi avec Cuba. Il y a quelqu'un qui avait besoin, ici dans le Morbihan, d'un médicament pour se traiter. Ce médicament, il coûtait beaucoup trop cher. Par le biais du PC, etc., et de gens qui allaient régulièrement à Cuba, il s'est fait soigner comme ça, gratuitement, et quand on l'a vu, je ne sais pas ce qu'il est devenu, 1 an après, les médecins n'en revenaient pas, alors que ce produit-là, aux États-Unis, impossible. Autre cas, on parlait de la Grèce, on le connaît bien, notre ami, la journaliste, etc., à son coéquipier, son collègue, qui lui a été atteint d'un cancer. Quand j'ai été en Grèce, je l'ai vu au téléphone, elle m'a dit « André, dès que tu sors de l'hôpital, c'est impossible d'acheter un médicament justement de traitement, de suivi du cancer, post-cancer, parce que c'est inabordable au niveau du prix. Déjà, il y en a pour un dire. Elle avait même écrit à Tsipras en lui disant « C'est scandaleux, on ne peut pas traiter les gens du cancer parce que les prix sont inabordables. » Et elle nous avait demandé si on ne pouvait pas, je crois que Patrick, je t'avais eu au téléphone pour ça, ou par le biais de Cuba, de gens qu'on connaît, pour avoir un traitement. Voilà. Mais même en France, alors sur les anticancéreux, le prix est en train tellement d'exploser que ça menace même les budgets des hôpitaux, qui ont des budgets spéciaux pour des prix très onéreux, avec des autorisations, etc. Donc je comprends qu'en Grèce, ça pose encore plus problème. Alors juste pour corriger, parce que ça me tient à cœur, John Kenneth Galbraith, c'était pas un libéral. Hein. Donc lui, il défendait... et son fils encore moins, puisque James K. Galbraith, voilà, donc c'est plutôt au contraire. Donc je pense que c'était plutôt, en tout cas, c'est pas Milton Friedman, quoi, c'est certain. Donc d'une façon générale, d'ailleurs, les économistes américains, je parle pas des économistes vendus, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, hein, vendus à l'assurance, etc. Il y avait eu, ou à l'industrie de la finance, etc. Mais tout économiste sérieux, même américain, considère que l'organisation la plus efficiente pour un système de santé, c'est un monopsone, c'est-à-dire un seul acheteur public. Voilà. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'Obama, un peu notre Hollande, mais en plus beau, il voulait faire une sécu quand il a fait l'Obamacare, au départ, c'était faire une sécu à la française. Non mais, c'est quand même incroyable ce chassé-croisé. Parce que Obama, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait étendre Medicare. Donc en fait, ce qui est plus proche de notre sécurité sociale, et là généralisé. Donc en fait, lui, il avait parfaitement compris que ça ne marchait pas, le système américain. D'ailleurs, ils ont tous compris que c'est coûteux. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant avec tout ça, ou le marché de la complémentaire santé en France, c'est que tout le monde sait que ça ne fonctionne pas, mais ça ne marche que par la corruption. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des intérêts qui sont devenus tellement puissants et qui arrosent tellement les politiques que vous ne pouvez plus revenir sur le système. Et aux États-Unis, tout le monde sait que ça ne fonctionne pas et qu'il faudrait aller vers un système à l'européenne. Il suffit simplement de regarder les chiffres. Hein. 17% du PIB consacré à la santé aux États-Unis, 11% en moyenne en France, en Europe, 46 millions de non-assurés en France. Bon, en France, c'est relativement universel. Et je te parle même pas des mal assurés. Donc voilà, et des résultats de santé publique désastreux. Donc tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, que le système de santé américain ne fonctionne pas, comme tout le monde sait que le marché de la complémentaire santé, c'est inégalitaire, inefficient et délétère sur le poids de la santé. Donc tout le monde le sait. Donc si ces trucs qui ne fonctionnent pas restent en place, c'est parce qu'il y a des forces économiques, politiques, qui soutiennent ces systèmes, je dirais, parasitaires. Hein. Donc, et je veux dire, il y a un chassé-croisé intéressant, c'est que là où Obama, bon évidemment il a baissé son froc, comme Tsipras, comme tout ça, hein, mais Obama a dû renoncer face aux forces qui lui ont été opposées, forces qui arrosaient le Parti démocrate, etc. Et en France, nous, on va vers un système à l'américaine. C'est fascinant, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. J'attire votre attention que notre sécu est en train de se recentrer sur le gros risque, c'est-à-dire les plus malades, comme Medicare, ou sur les plus pauvres avec la CMU Medicaid, et est en train de laisser au marché de l'assurance privée tous les malades rentables, ou les assurés
ou les malades potentiellement rentables. Donc on est en train d'importer en France un système qui a fait faillite. Comme on se rapproche de la Grèce. Voilà. Donc il faut effectivement qu'on se mette, j'allais dire, se mette en marche, pas du tout, mais il faut qu'il y ait une dynamique du secret, parce que si on trouve toutes les perspectives et les propositions, et comment, parce que effectivement, c'est vrai chez les médecins, mais c'est vrai chez les militants, il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent, etc. Donc il faut retrouver des élans comme aujourd'hui, de débats citoyens, etc., pour qu'on s'intéresse à la chose publique et qu'on puisse casser ce carcan de l'individualité, etc., et puis que les gens aillent voter et en connaissance de cause. Aujourd'hui, le premier votant, c'est les abstentionnistes. Donc il y a tout ça qui est à mettre en mouvement, et c'est compliqué. Donc on est très fort dans le constat, mais comment on avance, et ça, c'est la... Si c'est pour des choses, comme j'ai dit, des propositions concrètes, il me semble que sur ça, parce que il me semble que dans ton discours, je ne sais pas si tu parles de l'aspect intellectuel, enfin je dis réflexion, où là je trouve qu'il y a quand même beaucoup de pistes qui existent. Et ce que je disais, moi, c'est que le problème était politique, c'est-à-dire de rassembler des forces progressistes, sociales, politiques, capables de pousser ces préconisations. Donc, ce qui me semble être deux problèmes différents, parce que l'un est un problème, je dirais, de réflexion, alors pas seulement, parce que je refuse de dire que réfléchir aux préconisations, c'est le truc des sachants, et puis, ils bossent en chambre, et puis après, il y a les militants. Je suis pas du tout sur ce schéma-là, mais franchement, alors, je n'ai pas eu le temps de détailler aujourd'hui, mais moi, j'avais essayé de le faire pendant la campagne présidentielle de 2017, comme d'autres, hein, mais alors, le livret santé de Mélenchon était très court, parce qu'il fallait que ça soit très court, mais enfin, je sais qu'il y a des réflexions au PC, il y en a à la CGT, il y en a partout. Donc la question d'ailleurs, ça serait plutôt qu'on se réunisse pour élaborer une plateforme, je dirais, santé commune. Parce que je trouve que des fois, c'est compliqué tous de nous parler. Bon. Mais en tout cas, j'ai l'impression que il y a des vraies réflexions concrètes. Enfin, moi, il y a des choses très concrètes qu'on peut faire. Et d'ailleurs, quand on a élaboré le programme santé, c'est demain on arrive au pouvoir, pour passer loin. Bon, demain on arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait concrètement, quoi. Bon, et pas justement des slogans contre. Donc ça, je dirais que les préconisations, elles existent. Il y en a plein des bouquins, il y en a plein des rapports, il y en a plein des livrets, il y en a plein tout ce qu'on veut. Après, effectivement, le problème, il est politique. Voilà, le problème, il est politique, c'est-à-dire une coalition, une coalescence des forces progressistes capables de porter ces préconisations. Alors là, c'est sûr que c'est un débat qui déborde de loin la santé, quoi. Qui touche Pardon ? Il y a une urgence. Ah oui, bien sûr. Pour ceux qui veulent sortir, bon, il y a deux options. Il y a une option réformiste, une option progressiste pour le financement de la Sécu. Hein. L'option réformiste, c'est dire, on généralise à la France le modèle d'Alsace-Moselle. C'est-à-dire la Sécu qui fait complémentaire. Bon, je rappelle que c'était le projet du CNR. C'est en 1947 que la mutualité, c'est l'article 46 des ordonnances de 1945 qui autorisait, qui envisageait la généralisation à la France du régime d'Alsace-Moselle. Et en 1947, la mutualité se mobilise pour faire voter une loi, et je le dis, prise dans l'intérêt de la mutualité. Au moins à l'époque, on ne se cachait pas derrière son petit doigt. On savait au nom de qui on parlait, et qui a interdit à la Sécu de faire mutuelle. Donc André Grimaldi, par exemple, il est pour ça, lui. Donc en gros, il dit, on fait la Sécu qui fait mutuelle. Bon, sachant que la plupart des gens vont prendre la CEPAM plus la mutuelle la CEPAM. Bon, voilà. Donc voilà, c'est une option. Moi je dis, quitte à être à 90% de financement public, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Voilà. Donc, et par ailleurs, c'est pas un révolutionnaire, Martin Hirsch, qui, avec Didier Tabuteau, ont publié une tribune retentissante dans Le Monde en 2017 qui prônait le 100% sécu. C'est-à-dire, vous dire que même Martin Hirsch prône le 100% sécu.
et dit que c'est faisable. Donc, oui, c'est pas un truc pas faisable, ça. C'est qu'au contraire, le débat a été aujourd'hui porté. Donc, effectivement, la voie Alsace-Moselle, on n'est toujours pas d'accord, parce qu'avec Tabuteau, on est plutôt de contraintes, parce qu'avec Tabuteau, on est plutôt d'accord pour aller vers le 100% sécu. Et André m'a dit, bon, il est plus pour le régime d'Alsace-Moselle. Bon, voilà, mais à la marge. Je dirais que si on allait déjà dans la généralisation du régime d'Alsace-Moselle en autorisant la sécu faire complémentaire, enfin mutuelle, ça serait déjà un immense progrès. Immense. Bon, on va terminer sur cette note-là.